Bonjour, il y a des semaines comme ça, des semaines des vacances, des semaines de fêtes, des semaines de pont. Eh bien aujourd'hui nous vivons un moment littéralement extraordinaire. Pourquoi? Parce que sous nos yeux ébahis sont en train de se chevaucher 2 semaines. Depuis hier, le 2 octobre, a ainsi débuté la World Investors Week organisée par les régulateurs de près de 50 pays pour améliorer l'information et la protection des épargnants. Et dans le même temps, comme dirait l'autre, dans le même temps, donc ici en France, depuis le 28 septembre et jusqu'à demain, se déroule la semaine de la finance responsable. On va donc parler de tout cela dans notre émission du jour intitulée ISR, une opportunité aujourd'hui. Une émission et un chat qui, Georges Delataille, sera, comme à l'accoutumée, interactif. Bonjour Jean-François, exactement. Comme chaque semaine, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà reçu une bonne vingtaine de questions, c'est un sujet qui plaît beaucoup. N'hésitez pas à en poser encore beaucoup d'autres. Alors on va vous présenter nos invités du jour. Ils seront deux. Béatrice Verger, qui est responsable du développement des fonds ISR chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour. Bonjour. Et Eric Van Labeck, qui est le directeur de la recherche et du développement ISR chez Ophi Asset Management. Bonjour Eric. Bonjour. Voilà, comme dans les grandes tables, je vous propose le menu de notre chat. On commencera par de la pédagogie, ISR, Kesako, et puis on regardera le potentiel de l'ISR, histoire de savoir s'il s'agit d'une mode ou bien d'une lame de fond. Et puis pour conclure, nous interrogerons nos invités sur leur coup de cœur. Voilà, bienvenue à vous tous. C'est parti, jingle. Question de patrimoine spécial ISR avec Béatrice Verger de BNP Paribas Asset Management et Eric Van Labeck de Ophi Asset Management. Alors on va commencer. Première question, Béatrice Verger. Un sondage récent fait à l'occasion de cette semaine de la finance responsable nous dit 66% des Français n'ont jamais entendu parler d'ISR. Alors si je vous devais vous demander de nous préciser ISR, ce que ça veut dire, vous me diriez quoi? Moi, je vous dirais que c'est l'application des principes du développement durable aux produits d'épargne. Ok. Eric Van Labeck, lorsque je regarde tout ce qu'on me dit autour de l'ISR, je vois souvent ISR, puis je vois aussi souvent ESG. Alors, ISR, ça veut dire quoi? ESG, ça veut dire quoi? Et c'est quoi la différence? Alors, pour compléter ce que vient de dire Béatrice Verger, l'ISR, c'est la prise en compte des analyses ESG dans les décisions d'investissement. Alors, ISR, ça veut dire quoi? Investissement socialement responsable. ESG. ESG, environnement, social et gouvernance. J'attire votre attention sur le fait, c'est que le social dans ce cas-là, ce n'est pas juste le social des relations humaines dans l'entreprise, c'est la relation à la société. La relation à toutes les parties prenantes de la société, que ce soit les consommateurs ou tout autre groupe. Ok, donc si je comprends bien, l'ISR c'est la logique d'investissement et l'ESG ce sont les critères. Ce sont les critères d'analyse, qu'on a regroupés en 3 grands blocs, l'environnement, le social ou sociétal et la gouvernance. Avec l'idée qu'on va examiner la façon dont les entreprises se comportent vis-à-vis de ces 3 groupes de critères. Ok, on continue nos petites explications. Quand je regarde, là encore, tous les sigles dans lesquels on vit, il y a un sigle que je vois souvent lorsque je regarde des produits ISR, c'est PRI. Alors le PRU, je connais, c'est des prix de revient unitaire, mais les PRI, c'est quoi? Alors en français, c'est Principe pour l'investissement responsable. Créé en 2006 par l'ONU, ce sont 10 grands principes et les signataires des PRI s'engagent à respecter, à faire leur métier selon ces grands principes qui sont des principes de bonne gouvernance, de respect de l'environnement ou aussi avec des normes sociétales à respecter. Donc on est signataire ou on n'est pas signataire des PRI. Alors, est-ce que l'on peut signer pour dire, ben voilà, comme ça j'ai dit que j'avais signé, et puis finalement derrière être un peu libre sur ce qu'on fait? Est-ce qu'on est jugé? Oui, tout à fait. Tous les ans, les PRI envoient à tous leurs signataires un questionnaire très complet que l'on doit remplir et après, on reçoit une note de la part des PRI par rapport à nos pratiques. Quelle est votre note? A+. A+ aussi. Et niveau notation, parce que, pardon, mais si les Français ne savent pas ce qu'est l'ISR, ils ne connaissent pas les notations, A+, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, après il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Ok, parfait. Rentrons maintenant dans le détail. Tout à l'heure, vous nous avez dit que l'ISR, c'était l'investissement sur la base des critères ESG.
Chez Ophi, ça fonctionne comment? Alors, chez Ophi, tout d'abord, il y a une équipe qui est spécialisée sur le sujet, qui est équipée avec notamment un système d'information, qui est un système d'information propriétaire, et qui permet à la fois de générer toutes les analyses et toutes les notations, et surtout de diffuser à l'ensemble des gestions. Chez nous, c'est véritablement quelque chose qui irrigue un grand nombre de classes d'actifs. La logique chez vous, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs approches en termes d'investissement socialement responsable. Il y a l'approche historique américaine qu'on avait au début des années 90 avec l'indice Dominique, qui était une approche d'exclusion, qui consistait à dire les mauvais, on ne les prend pas. Et puis, il y a une approche européenne qui était une approche qui consistait à dire on va regarder relativement par rapport aux concurrents comment les gens se comportent. Vous, quel choix vous avez fait? Alors, nous avons fait le choix essentiellement de la deuxième méthode que vous décrivez, mais elle aboutit à quoi? Elle aboutit à l'élimination de l'univers d'investissement de ceux qui sont jugés comme étant les pires élèves de la classe. Donc on n'est pas dans une exclusion qui est l'exclusion d'origine, qui est une exclusion à base de principes religieux, mais on est à base d'une exclusion qui est fondée sur l'analyse des différents critères. J'ajouterais que nous avons quand même, à travers toutes nos gestions ISR, une exclusion qui est l'exclusion des producteurs de charbon thermique. D'accord. Béatrice Aurélie, quid du fonctionnement de l'ISR chez BNP Paribas Asset Management? C'est un petit peu la même chose. On a aussi une équipe d'analystes extra-financiers dédiée à l'analyse des entreprises d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Ça complète les agences qui existent sur la place, c'est-à-dire les Vigéo, etc. Oui, en fait, les agences qui existent nous fournissent la matière quantitative. Sur base de cette matière, nous avons développé notre propre méthodologie en interne et nos analystes spécialisés par secteur vont ajouter leur input qualitatif en positif ou en négatif pour aboutir à une notation des entreprises, là également secteur par secteur, pour comparer ce qui est comparable, parce que l'enjeu environnemental n'est pas le même, bien sûr, dans le secteur de l'énergie que dans d'autres secteurs. Notre fonctionnement est très très proche, effectivement, il y a une partie qualitative et nous utilisons les agences de notation pour que ce qu'elles peuvent produire, qui sont les données quantitatives. Et c'est très important, cette partie qualitative, j'imagine chez vous aussi, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Et c'est ça qui mérite d'être suivi. Ok, vous faites ça depuis combien de temps chez Ophi? Alors, moi-même, je suis originaire de Massif Gestion. Massif Gestion a été créé en 1998 pour faire de l'ISR. Et donc, on peut dire que ça fait, comme Massif Gestion a été englobé chez Ophi, ça fait maintenant 20 ans que nous avons lancé les premiers fonds. Ça paraît intellectuellement cohérent et simple, naturel qu'une société de gestion qui a des mutuelles à son capital soit dans l'ISR? Bien sûr, puisque on va parler beaucoup des fonds d'investissement, mais une grande partie des travaux que nous menons, nous les menons pour le compte de nos mandats de gestion. Et aujourd'hui, l'ISR est diffusé non seulement à travers des fonds communs de placement qui sont accessibles aux particuliers, aux institutionnels, mais aussi dans les mandats de gestion. Et ça, effectivement, les origines mutualistes du groupe Ophi nous ont poussés naturellement vers cette direction. Quid de la culture ISR chez BNP Paribas Asset Management? Alors notre équipe de recherche extra-financière existe depuis 2002, donc plus de 15 ans maintenant. Et nous avons commencé à distribuer des fonds il y a 20 ans. Donc la culture, elle est bien présente de plus en plus. Depuis 5 ans, on a vu vraiment un boom de l'intégration de ces critères ESG dans l'ensemble de la société de gestion. D'accord. Pour autant, aujourd'hui, on est encore en situation où il y a des fonds ISR à côté de fonds traditionnels. Oui. C'est comme ça fonctionne comme ça chez vous? Oui, ça fonctionne comme ça, mais dans nos fonds dits traditionnels, on intègre un minimum de critères ESG. Est-ce que par exemple, il peut y avoir un critère qui dit à un moment que quand le ESG est vraiment trop mauvais, on dit au gérant, non là vraiment, cette boîte-là, elle est vraiment trop mauvaise, tu ne peux pas la mettre dans ton portefeuille? Alors, sur nos fonds non ISR, ce qui s'applique, ce sont des exclusions sectorielles basées sur des secteurs jugés à controverse, comme l'huile de palme, la pâte à papier, le charbon, etc. Là, on a regardé les plus mauvais acteurs et ils peuvent être exclus de l'ensemble de nos portefeuilles. On applique également les principes du Pacte mondial des Nations Unies, 10 grands principes relatifs aux droits de l'homme, droit du travail, respect de l'environnement.
lutte contre la corruption. Et là, de la même manière, une entreprise qui ne respecterait pas l'un de ces principes pourrait être exclue, se trouve exclue de l'ensemble de nos portefeuilles. Éric Van Labec, chez vous, tout est ISR ou là encore, comme chez BNP Paribas, il y a des gammes qui sont marquées socialement responsables? L'essentiel de nos actifs est ISR. L'essentiel, c'est 80%. Bon. Quand on parle de gamme, on a, je dirais, sur les fonds, on a plus de 50% qui sont véritablement, qui suivent vraiment des process ISR très aboutis. D'accord, mais vous avez fait une gamme récemment qui est marquée OFI RS, qui se distingue des autres? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on a regroupé sous un même vocable un ensemble de fonds qui, pour présenter une gamme, qui, pour certains, préexistaient, et puis nous en avons créé d'autres, notamment des fonds thématiques sur la nouvelle économie, sur le changement climatique, pour compléter, et tout cela est regroupé sous un chapeau, c'est la marque Responsible Solutions. Je voudrais vous faire réagir sur les réponses des Français à un sondage qui a été fait justement à l'occasion de cette semaine. Et lorsque l'on pose la question aux Français de savoir si on pense que l'investissement socialement responsable est une bonne chose ou pas et comment il faut le développer, 72% des Français nous disent ça devrait être obligatoire. C'est-à-dire si c'est bien comme principe, il faudrait qu'on le dissémine partout. Est-ce que la logique à terme, c'est de se dire que ça doit être disséminé partout? On a vu que dans l'épargne salariale, dans le cadre de l'épargne salariale, le fait de rendre obligatoire la proposition d'un fonds solidaire avait considérablement fait évoluer la classe d'actifs. On pourrait imaginer très bien que dans le cadre de l'assurance vie, on ait l'obligation de proposer au moins une ou deux unités de compte qui soient ISR. Et ça, ce serait probablement quelque chose de positif. Je rejoins tout à fait les propos. Par exemple, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie qui est un UC ou deux ISR, mais après au choix de l'épargnant d'investir ou pas dedans, ça pourrait effectivement être des mesures tout à fait positives. Allez, on est en live, on est interactif. Georges, des questions de nos internautes. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir et entre autres, les internautes cherchent vraiment à comprendre comment on détermine si c'est ISR ou pas. Par exemple, on est exemple de Total. Est-ce que Total peut être ISR ou est-ce que c'est antinomique? Et après, puis on nous demande, vous avez déjà répondu pour votre société et pour la vôtre, quelle est la part de vos fonds qui est ISR? Alors, comme on l'a précisé, notre analyse se fait secteur par secteur. On ne veut pas comparer des choux avec des carottes, donc je ne vais pas comparer le comportement environnemental, social ou de gouvernance d'une banque avec une pétrolière. Donc Total, pour le citer, va être comparé à ses pairs. Donc au sein de ce secteur, eh bien, si Total a de meilleures pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance que ses pairs, oui, il pourra être ISR et investi dans un portefeuille ISR. C'est ce principe du relatif. Il y avait une deuxième partie dans la question. Quelle est la part des encours ISR chez vous, chez BNP Alors, Paribas chez BNP Paribas Asset Management, on gère 500 milliards d'actifs et nos actifs ISR au 30 juin sont de 30 milliards. Donc on est un petit peu au-dessus de 5% en actifs ISR, ce qui reste effectivement un petit chiffre, mais qui est en forte croissance sur les 5 dernières années, notamment avec une collecte très importante auprès de la clientèle des particuliers. On pourra en reparler. Juste comment, sur les différents critères que vous avez, vous les pondérez? Vous nous avez dit ESG, environnement, social, gouvernance. Vous en privilégiez certains par rapport à d'autres, Éric Van Labec? Nous avons une démarche qui est assez similaire à celle de BNP, c'est-à-dire que nous regardons ce qui est important pour un secteur. Et nous nous attachons véritablement à déterminer les enjeux qui sont les plus matériels, c'est-à-dire ceux qui mettent à risque la responsabilité de l'émetteur. Alors nous avons, dans notre analyse, un biais très clair, c'est pour nous la gouvernance est fixe, quel que soit le secteur. Nous lui accordons un poids de 30%. C'est non négociable. Ensuite, la répartition entre l'environnement et le social va se faire selon l'analyse. Et encore une fois, on ne peut pas juger une banque ou une compagnie d'assurance comme on juge un pétrolier avec les mêmes enjeux. Ce n'est juste pas possible. Béatrice, vous? C'est la même approche. Il y a un minimum sur le pilier de la gouvernance et après l'environnement et le social sont tous les deux à minimum 10%. Et on va, en fonction des secteurs, leur donner plus ou moins de poids. Juste, est-ce que ce n'est pas par rapport aux pensées des gens, à l'encontre du fonctionnement des gens? Parce que quand on interroge les gens sur ces sujets-là, finalement, le sujet qui les intéresse le moins, c'est la gouvernance.
En revanche, l'environnement et le social, ça, ils disent que c'est important. Moi, je pense que la gouvernance, c'est important. Savoir comment l'entreprise, elle est dirigée, contrôlée, administrée, la rémunération des dirigeants, je pense que c'est des choses qui intéressent l'investisseur. Ok, on retiendra donc la chose suivante. ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Et on le fait de manière relative, en regardant des critères ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Donc on n'est pas dans les systèmes d'exclusion tels qu'on peut connaître aux États-Unis en disant tel secteur d'activité n'est pas bon, donc d'office, on va le sortir. Tout de suite, on passe à la suite. Jingle. Question de patrimoine spécial ISR avec Béatrice Verger de BNP Paribas Asset Management et Eric Van Labec d'Ophi Asset Management. Alors, deuxième partie avec une question simple, mode ou lame de fond. Béatrice, mode ou lame de fond? En un mot. Lame de fond. Eric. Absolument lame de fond. Allez. Pas de doute. Je vais jouer mon journaliste contrariant. J'ai quand même le sentiment, Béatrice, qu'il y a des phénomènes de mode non négligeables. Par exemple, si on regarde ce qui est en train de se passer sur les green bonds. C'est-à-dire, on est en train d'émettre de plus en plus, il y a plein de gens qui ont besoin d'aller lever des capitaux sur les marchés. On met l'étiquette green bonds et puis on dit UKD, UKDA, c'est bien la preuve que c'est propre, ça va servir à financer des ENR. Comment vous réagissez quand on vous dit ça ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de financer pour faire face au changement climatique. Ça, c'est sûr. Donc, du financement vert, on en a besoin. Après, l'enjeu, c'est est-ce qu'un green bond, il est effectivement vraiment green ? Là, c'est tout le travail encore de notre équipe d'analyser les green bonds. On ne les prend pas, je veux dire, pour argent comptant. On a développé là aussi une vraie méthodologie interne et qui va nous permettre de dire si telle émission est vraiment verte selon les critères qu'on s'est nous-mêmes définis. Eric Van Labec, il y a plein de gens qui ont envie de se coller l'étiquette ISR sur leur front et sur leur tête, etc., pour dire « oh là là, ça fait bien ». Comment discerner le bon grain de livret et que penser par exemple du label ISR? Il y a un nouveau label qui a été créé en 2015. Est-ce que c'est le nec plus ultra et il faut impérativement l'avoir? Est-ce qu'il peut y avoir de bons produits ISR en dehors de ce label? Quel est votre sentiment? Alors, le label ISR a un énorme avantage. Il est à destination de la clientèle des particuliers. Donc, c'est l'envie que nous avons que les particuliers s'emparent du sujet et s'en emparent en ayant une certitude que l'acquisition qu'ils vont faire d'un produit ou d'un autre sera conforme à un certain nombre de principes. Ce que je retiens de très positif dans le label, c'est l'idée qu'on va donner aux particuliers l'occasion de toucher du doigt ce que les fonds apportent en termes d'impact. Ça, c'est véritablement, je dirais, la grande avancée que le label a réussi sur ce sujet. Maintenant, est-ce qu'il y a des bons produits qui n'auraient pas le label? D'abord, le label, il faut le demander, il faut avoir envie de l'avoir, hein, c'est la première chose. Ensuite, si on est dans des logiques, comme vous citiez les logiques anglo-saxonnes d'exclusion, les anglo-saxons vont considérer qu'il y a de très bons produits et qui, simplement parce qu'ils excluent le tabac, l'alcool, l'armement et des choses comme ça. Donc, mais je dirais que pour la clientèle française, le label est un must. Ok. Puisque vous parlez de la clientèle des particuliers, moi je voudrais qu'on essaie de creuser pour voir justement si c'est une mode ou une lame de fond. Pourquoi un client particulier irait investir socialement responsable et pourquoi le conseiller d'un tel client l'amènerait sur cette logique d'investissement? Je repars un peu de ce que j'ai dit au départ. Ce principe de l'application du développement durable, l'investisseur particulier a sans doute envie dans sa vie au quotidien de l'appliquer, trier ses déchets, moins polluer, etc. Lorsqu'il va investir son argent, il peut avoir envie de savoir où son argent va être investi et surtout à quoi il va servir. Est-ce qu'il va permettre de contribuer à la résolution des enjeux environnementaux ou des enjeux sociaux d'aujourd'hui et du coup d'investir dans les entreprises soit aux bonnes pratiques environnementales ou sociales, ou dans les entreprises qui apportent des solutions aussi à ces enjeux environnementaux. Eric Van Labec, est-ce que ça a du sens de faire de l'ISR sur toutes les classes d'actifs? Enfin, entre nous, l'ISR sur le monétaire. Alors l'ISR sur le monétaire, ça a été effectivement un débat. Je dirais que quand on repart de l'idée de base de l'ISR, c'est je veux que mon argent serve à ceci et ne serve pas à cela. Hein. C'est la volonté que mon argent serve à financer des entreprises aux bonnes pratiques.
Que l'entreprise ensuite choisisse de se financer par de la dette, par du capital, par de la dette courte ou de la dette longue, je dirais qu'à la limite, ça a peu d'importance. Bien évidemment, aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles, les choix d'entreprise pour les gérants monétaires sont compliqués. Donc, on a peut-être moins d'intérêt à avoir ce type de produit. Mais clairement, on ne peut pas jeter les fonds monétaires ISR comme ça. Béatrice, on va être honnête, les Français ne sont pas fans de finance, ils trouvent ça excessivement compliqué. Est-ce que l'ISR, c'est un moyen de reparler? Est-ce que d'un point de vue marketing, c'est plus simple de raconter une histoire avec un fonds ISR qu'avec un fonds normal? Alors, ça nécessite quand même de la pédagogie. On l'a expliqué là, les critères ESG, comment on les note, est-ce que voilà à quoi ça sert, etc. Donc, il y a quand même de la pédagogie. Après, sur les entreprises qui vont apporter des solutions à ces enjeux environnementaux, là, oui, on répond à une préoccupation non financière des épargnants. Et donc, c'est un moyen, effectivement, de leur reparler finance, de leur redonner intérêt. Ok, donc moyen de reparler finance simplement aux gens avec des outils, le label, etc., qui sont très clairement orientés par rapport aux particuliers. Reste une question. La question. Elle est posée de très très nombreuses fois. Donc, de toute manière, celle-là, je l'avais un peu prévue parce qu'elle était un peu incontournable. Est-ce que l'ISR, c'est rentable ou pas? Déjà, avant de la poser comme ça, est-ce que l'objectif de l'ISR, c'est de faire mieux que la gestion traditionnelle? Alors, il y a 10 ans, on nous posait la question, qu'est-ce qu'on va abandonner comme performance? Maintenant, on nous pose la question, est-ce que vous avez un objectif de faire mieux? Je dirais que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut regarder les choses. Intuitivement, on peut se dire, à partir du moment où une entreprise traite bien ses salariés, respecte l'environnement, a une bonne gouvernance, celle-ci est capable, dans une certaine durée, d'avoir de meilleures performances. Intuitivement, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on arrive à le prouver? On arrive à le prouver. Nous avons fait des études sur l'Eurostoxx qui nous montrent, je crois que le graphique s'affiche là, qui nous montre très clairement une différence très sensible entre les meilleurs élèves de la classe et les moins bons. Donc en pratique, vous avez pris les 300 valeurs de l'Eurostoxx, vous avez dit ça c'est les bons, ça c'est les pas bons selon notre méthodologie, et vous avez regardé les performances. Voilà. Alors on l'a constaté et on la suit. Hein, voilà. Donc là on a un historique qui est intéressant parce qu'on a un historique de 10 ans avec des mouvements de marché un peu dans tous les sens. Et donc on a véritablement là quelque chose qui nous dit, qui confirme l'intuition qu'on peut avoir. Ok, ce graphique-là, il est sympathique, mais nous dire que les meilleurs sont meilleurs que les pires, ça, on aurait pu le faire facilement. La vraie question que se posent les investisseurs, c'est est-ce que c'est meilleur que le marché? Regardons les résultats. Vous voyez que les meilleures notes ISR que nous avons produites battent quand même assez largement l'indice de référence. Ok, votre sentiment, vous, Béatrice, quand vous devez défendre l'idée de la performance de l'ISR par rapport à la gestion traditionnelle, vous répondez quoi? Sur un portefeuille action, sur un fonds qui va investir sur un thème lié à l'environnement ou au social, on met en avant le fait que les entreprises dans lesquelles on va aller investir offrent des solutions à ces enjeux environnementaux et donc répondent à un véritable besoin de l'économie. Et que donc sur le long terme, si elles sont bien positionnées sur leur marché, il n'y a pas de raison qu'elles ne surperforment pas le reste de l'économie. Alors, dans les thèmes chez vous, le plus vieux, c'est Aqua? Aqua, en décembre 2008, il a été lancé. D'accord. Et donc, depuis 2008, on a donc un historique de performance qui est bientôt 10 ans. Oui. Et le fonds, donc, qui est un fonds Action Internationale, a surperformé son indice de référence, le MSCI World, donc en gros l'ensemble de l'économie mondiale, d'environ 2% en annualisé depuis 2008. Juste question, la logique qu'on doit avoir quand on prend un fonds ISR, c'est d'essayer de battre un indice ISR ou d'essayer de battre un indice normal? Sur un fonds thématique comme le fonds BNP Paribas Aqua, il faut se comparer au reste de l'économie mondiale puisque c'est un fonds thématique, donc par nature, il y a des secteurs entiers de l'économie sur lesquels il n'est pas. Donc, et nous, on veut montrer que sur le long terme, c'est une thématique de croissance qui va surperformer l'ensemble de l'économie. C'est pour ça qu'on se compare à un indice classique. Des histoires à raconter donc aux épargnants, le fait de pouvoir, s'ils sont sensibles à toutes les logiques du développement durable, les inciter à agir de la même façon dans leur placement, et puis, on l'a vu,
la possibilité d'avoir de bonnes performances. Une question, oui, on a Georges ? bien répondu sur les questions sur les performances, mais il y a une question plus globale. On dit finalement l'ISR est un vrai phénomène de mode. Et entre autres, il y a beaucoup de contrats d'assurance vie qui se lancent autour de l'ISR. Et qu'est-ce que vous pensez d'avoir carrément l'enveloppe qui soit ISR? Toute l'enveloppe? Moi, je verrais cela comme une tendance naturelle, et c'est d'ailleurs le cas chez nous. Nous avons beaucoup de mandats de gestion qui sont des mandats qui sont en fait le résultat de fonds en euros d'assurance vie, et qui suivent des principes d'analyse ESG qui excluent les pires pratiques, qui excluent le charbon thermique et qui favorisent de façon constante les meilleures pratiques. Et cela existe déjà, et je connais des réseaux qui le pratiquent. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vos coups de cœur, jingle. Dernière ligne droite donc de ce chat vidéo. On a vu tous les deux, vous avez une approche relative donc de l'ISR en essayant de chercher ce qu'on appelle le best in class sur beaucoup de types de classes d'actifs. Vous avez des gammes qui sont des gammes spécifiques. Donc dans la dernière ligne droite, on ne va pas tout regarder. On va aller regarder votre coup de cœur. Dans votre gamme, Béatrice, le coup de cœur, il est où? Le coup de cœur aujourd'hui, il est sur le fonds BNP Paribas Aqua, dont on a vu le graphique de performance. Faire face, les enjeux liés à l'eau aujourd'hui sont très présents à travers le monde. Il y a un déséquilibre certain entre l'offre et la demande en eau. Et donc, investir dans les entreprises qui apportent des solutions à ces problèmes d'accès à l'eau, à ces problèmes de purification de l'eau, de traitement de l'eau, de contrôle de la qualité de l'eau, etc. Ce sont des entreprises qui sont bien positionnées sur leur marché sur les années à venir. On estime qu'il y a besoin de 500 milliards de dollars d'investissement tous les ans à travers le monde pour garantir l'accès à l'eau potable à tout à chacun. Donc ces entreprises qui apportent ces solutions, si elles sont, bien sûr, si elles ont des fondamentaux financiers solides, pour nous elles sont bien positionnées et donc elles vont nous permettre de construire un portefeuille autour de cette thématique. Il y a beaucoup de boîtes? En portefeuille aujourd'hui, 48. Ok, il y a d'autres thèmes, puisque votre coup de cœur c'était les thèmes, donc on dit deux mots des autres? Oui, alors d'autres thèmes, le fonds BNP Paribas Climate Impact, donc comme son nom l'indique sur les impacts liés au climat, donc identifier les entreprises qui soit vont apporter des solutions pour s'adapter aux enjeux climatiques, soit vont apporter des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, un portefeuille d'actions internationales, plutôt des petites capitalisations, on va plutôt aller chercher des entreprises, des pure players, enfin des acteurs qui ne font que ça, mais aussi au niveau action internationale. Et puis le dernier, toujours sur ces thématiques liées à l'environnement, la chaîne de valeur de l'alimentation a un impact très important sur l'environnement. Donc on va regarder du champ agricole à ce qu'on a dans notre assiette, quel est l'impact de l'environnement, et là aussi trouver les entreprises qui, de par leur activité, vont permettre de le réduire ou de le maîtriser. Aqua et Smart Food, ce n'est pas des secteurs très défensifs? Alors, Aqua, c'est à la fois cyclique et défensif, puisqu'il y a une exposition au secteur industriel assez importante, et aux utilities, bien sûr, mais donc c'est à la fois cyclique et défensif. Le fonds Smart Food a un biais un petit peu plus défensif, mais il a quand même une exposition cyclique importante pour tout ce qui est dans la production agricole. D'accord, là on a vu tout à l'heure, et on va revoir les performances à l'écran, puis il y en a deux qui ont déjà 5 ans. Le Smart Food, lui, est de création plus récente. Oui, il a été lancé en avril 2015. Ok. Donc, je n'ai pas pu briser ma vanne, mais BNP Paribas Aqua qui a été lancé donc, il y a de cela quasiment 10 ans, qui pèse aujourd'hui combien en cours? Alors, 2 milliards. Voilà, on peut donc dire qu'il a de la bouteille. Joli, bravo. Bravo. Et Yvonne Labec, votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur dans notre gamme, ce sont les 3 fonds profilés flexibles. Dynamique, équilibre et prudent, dont l'exposition action varie. Donc là, vous cumulez tout, le côté flexible qui paie bien au CGP, plus le côté socialement responsable. Tout à fait, enfin vous venez de le dire, effectivement, ça plaît beaucoup au CGP et on a jugé très intéressant d'étendre notre expertise ISR à cette gamme. Et ces fonds sont de création relativement récente, mais sur des stratégies qui sont déjà déployées dans certains réseaux depuis un certain temps. Et nous avons jugé bon d'offrir une part de distribution
pour les CGP sur ces Voilà, véhicules. c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous n'avons pas mis les performances, puisque les fonds d'origine ont une performance, mais les parts qui sont à destination des CGP et de leurs clients, eux, n'en ont pas. On est quasiment à la fin. Oui, Georges, non, on a fait le tour des questions. on a fait le tour des Oui, questions. vous avez répondu à toutes les questions. Allez, donc la dernière sera pour vous. Question que se posent tous les CGP sur les fonds flexibles. Aujourd'hui, vous êtes comment sur les marchés ? Alors, nous avons connu cet été une période, je dirais, de retrait sur les actions et aujourd'hui, nous revenons progressivement sur la classe action à l'intérieur des véhicules flexibles. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce Question de patrimoine. Georges, un petit mot pour finir ? Pour dire qu'on va se retrouver dès mardi prochain, pour ne pas changer, même lieu, même heure. On vous annoncera le thème dans quelques jours sur Club Patrimoine dans la newsletter. Voilà, merci à vous tous. Bons investissements et bonne semaine. Ciao.